L'algorithme source, chapitre 22. L'être sublime. Les murs de l'ancienne station de métro étaient tous recouverts de tags. Il faisait sombre. Il distinguait des traces de squat un peu partout, et une forte odeur d'urine dans les coins. Mais par chance, il n'y avait personne. Suivant les indications du renard, et éclairés par les torches de leur téléphone, ils suivirent les rails sur 500 mètres, et découvrirent effectivement un second tunnel fermé par une grille. Pierre s'équipa de la grosse clé, l'inséra dans le trou de serrure et tourna. Le verrou bascula, et ils poussèrent la grille sans difficulté. Vous trouvez pas cela étrange? Quoi donc, mademoiselle? Tout ça, c'est pas un peu trop facile? J'ai la désagréable impression d'être une marionnette qu'on mène par le bout du nez. Ça vous dérange pas, vous? Je ne vois pas ce qu'il y a eu de trop facile. Nous avons dû venir à Paris, nous infiltrer dans un bâtiment surveillé, passer plus d'1 heure à chercher les bureaux des liserés orange. Ensuite, oui, j'ai certes eu de la chance en surprenant une conversation téléphonique de ce Julian, qui indiquait un rendez-vous secret, mais il nous a fallu faire des recherches pour découvrir que c'était au Monument des droits de l'homme que devait avoir ce rendez-vous. Mais ensuite, c'est Agostino qui apparaît de manière presque providentielle et qui connaît ce renard qui, comme par hasard, possède une clé qui ouvre cette grille qui est censée nous amener vers un endroit secret. Et est-ce que vous avez remarqué que la serrure et la grille se sont ouvertes avec une incroyable facilité? Et sans grincer? Enfin, vous ne trouvez pas cela bizarre? Je comprends votre interrogation. Mais je ne pense pas que tout a été si facile, et je pense que oui, effectivement, nous avons eu de la chance. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un se donnerait tout ce mal à monter un tel scénario. Et puis, pour qu'on nous tende un piège, encore faudrait-il qu'on nous ait repérés. Ce Julian a parlé du lieu de rendez-vous bien avant d'être averti qu'il y avait une faille dans son réseau. Et puis, comment pourrait-il savoir que c'était nous? Non, franchement, je crois que vous inquiétez pour rien. Gabriel abdiqua à moitié, et Pierre referma la grille à clé, une fois qu'ils furent passés. Ce second couloir était sans conteste utilisé par des personnes bien différentes des squatteurs de la station fantôme. Ici, pas de tag, pas de déchets jonchant le sol. Un sol qui était pavé comme ces anciennes rues romaines. Ils se firent la réflexion qu'en franchissant la grille, c'était comme s'ils avaient franchi une porte dans le temps. Les murs en pierre taillée, encadrés tous les 2 ou 3 mètres par des colonnes qui se prolongeaient au plafond en formant une croix de soutènement, leur donnaient l'impression d'être dans un ancien couloir ecclésiastique. Cette impression était renforcée par des vestiges de peinture au mur et au plafond, et par des sculptures clairement ésotériques, gargouilles tantôt anges, tantôt démons. « Par où allons-nous » demanda Kylian. « Eh bien, si je ne me trompe pas, » calcula Pierre, « nous devons être sous l'entrée sud-est du Champ de Mars. Donc, si je m'oriente vers le nord-nord-ouest, direction du Monument des droits de l'homme, dit-il en orientant son corps dans la direction estimée, il faut prendre par là. » Ils le suivirent et s'engagèrent dans les ténèbres que seule la lumière de leur lampe repoussait. Au bout de 300 mètres, ils arrivèrent devant un éboulement qui obstruait complètement le couloir. Sur le mur de gauche, une ouverture avait été pratiquée. Pierre risqua une tête, puis s'engagea entièrement en leur faisant signe de le suivre. Là, des poutres en métal plus modernes servaient à soutenir le plafond. Ce petit passage, taillé sans aucun souci d'esthétisme, et où de l'eau suintait à certains endroits, servait à contourner l'éboulement. Ils retrouvèrent le couloir qu'ils venaient de quitter et continuèrent leur progression. 200 mètres plus loin, ils se retrouvèrent devant un cul-de-sac qui se terminait par une sorte de très grande alcôve dans laquelle ils pouvaient tenir tous les 3 en se serrant. Au fond de cette alcôve, à hauteur d'œil, des lettres en relief avaient été gravées. Elles composaient une phrase en latin, une phrase qui ne leur était pas inconnue. C'était celle du tableau de Poussin. Et in Arcadia ego. Vous en pensez quoi, Pierre ? Interrogea le jeune homme. L'informaticien fixait la citation latine. Ils étaient dans un cul-de-sac, et les mots du renard bourdonnèrent à ses oreilles. Une dernière chose. Je sais pas si cela vous aidera, mais quand j'ai trouvé cette clé, il y avait un message avec. Ça disait la lettre D symbolise en hébreu
la porte. Cela a peut-être son importance. Pensez-y, si jamais vous êtes coincé. Et n'était-il pas justement coincé dans une impasse avec, bizarrement, la fameuse citation en latin ne comportant qu'une seule lettre D, et dont celle-ci était justement plus lisse que les autres, polie par le passage de nombreux doigts. Tout s'imbriquait parfaitement. Un peu trop peut-être finalement. Mais il jeta un bref regard à Gabrielle, puis avança sa main vers la lettre. Il arrêta au moment d'appuyer dessus. « J'espère que vous vous trompez, mademoiselle, et que ceci n'est pas un piège. Mais je ne peux pas faire autrement. Je veux savoir ce qu'il y a derrière. » Kylian hocha la tête impatient. Lui aussi voulait savoir. Gabrielle soupira et dit « Allez-y. » Un déclic les fit sursauter quand la lettre D s'enfonça sous la poussée de l'index de Pierre. Puis, dans un glissement très doux, l'alcôve pivota sur elle-même. Ils n'eurent pas le temps de balayer de leur lampe le nouvel endroit dans lequel ils avaient basculé, que 2 pistolets se braquèrent sur eux. Des lampes s'allumèrent aux 4 coins de la pièce dans laquelle ils avaient pivoté, révélant ceux qui les tenaient en joue, et un 3e individu, que Pierre reconnut. C'était Julian. « Vous nous avez fait attendre !» parla Julian. Kylian et Gabrielle étaient tenus en joue par une femme à très forte corpulence et un homme de taille moyenne avec des yeux de fouine encadrés par des lunettes noires. « Vous êtes Julian ?»« Peut-être. » ironisa l'autre. « Bas les masques !» s'énerva Pierre. « Cela suffit. Bas les masques !» « Oui, monsieur Delfrange. Je suis Julian. Et voici Marmandine et Pestor. » présenta-t-il comme s'ils étaient les invités d'une grande soirée. « Vous nous avez donné du fil à retordre, monsieur Delfrange. Je vous tire cependant mon chapeau. À réussir à nous tenir tête aussi longtemps. Vous êtes un homme futé, aidé par le mal, mais futé tout de même. Mais je savais que tôt ou tard, vous commettriez un impair. Vous être entouré de ces 2 jeunes gens vous a fragilisé. Votre idée du virus espion était habile, mais vous l'avez bâclé. Nous l'avons rapidement découvert et détruit. Je vous sais plus appliqué dans votre façon de travailler. Ah, mon cher Pierre, vous permettez que je vous appelle Pierre. Dès lors que nous savions que vous aviez localisé nos bureaux de Paris, nous savions que vous tenteriez quelque chose. Cela n'avait que peu d'importance. J'avais obtenu ce que je voulais de vous. Et sur le grand échiquier, vous n'aviez plus aucun intérêt. Pion, vous avez toujours été. Pourtant, une puissance qui vous dépasse est à l'heure, et je ne me fatiguerai pas à essayer de convaincre le mécréant que vous êtes de croire en cela. J'ai bien compris. Mais le temps viendra où vous n'aurez d'autre choix que de croire en elle. Et ce moment approche, car celle-ci m'a demandé de vous amener jusqu'à elle. Comme quoi, voyez-vous, même un pion peut se révéler utile en fin de partie. J'ai donc mis en place un petit stratagème pour vous faire venir jusqu'à moi. Comme vous nous aviez toujours échappé, j'ai décidé d'user de malice et, quoi de mieux pour attraper un suppôt du malin que de combattre le feu par le feu. Ce fut un jeu d'enfant. D'abord, vous vous laissez intercepter le fait qu'il y aurait une réunion secrète, et comptant sur votre intellect, vous amenez à trouver le monument des droits de l'homme. Ensuite, faire intervenir 2 autres pions, des SDF subjugués par notre ordre maçonnique, et ne rêvant que de pouvoir en faire partie. Ouais, il a suffi de leur faire miroiter cette possibilité pour qu'ils jouent leur rôle à merveille. Et vous l'a pris dans les mailles de mon filet. Voyez-vous, monsieur Delfrange, Pierre, vous êtes très intelligent, mais je le suis plus que vous. Bien, il est temps maintenant d'accomplir votre destin. Suivez-moi. Les invita-t-il comme un gentil guide. Pestor et Marmandine leur ordonnèrent de se mettre en marche par de petits mouvements nerveux de leurs pistolets et fermèrent la marche.
Le passage dans lequel il progressait était construit avec de vieux blocs de pierre qui laissaient penser qu'il devait se trouver dans d'antiques constructions. Toutes mes excuses, Gabriel. J'aurais dû prendre en considération vos doutes. Ne vous blâmez pas. Malgré mes mauvais pressentiments, je voulais tout comme vous connaître le fin mot de l'histoire. Le rassura-t-elle en lui tapotant la main. Taisez-vous! Leur ordonna Marmandine, qui, sans savoir pourquoi, détestait cette jeune femme. Gabriel tourna la tête vers elle, la scruta de la tête aux pieds avec un petit souffle méprisant. Marmandine sentit la colère et la honte lui monter à la tête. On l'avait toujours méprisée à cause de sa forte corpulence. Elle ne comptait plus les railleries qu'elle avait dû subir jeune. Mais elle avait su monter les marches hiérarchiques ici, et elle ne permettait pas à cette petite peste, avec son joli petit visage trop beau, trop bien fait, de la toiser comme cela. « Pour qui tu te prends, espèce de petite pétasse ?» lui lança-t-elle en la poussant dans le dos pour qu'elle avance plus vite. Gabrielle, surprise, trébucha vers l'avant et fut retenue juste à temps par Kylian avant qu'elle ne touche le sol. « Non mais ça va pas ?» s'écria la belle courroucée, assise par terre. « Arrête de faire ta pain-bêche et relève-toi !» lui envoya Marmandine en ponctuant sa phrase par un petit coup de pied dans le genou. Kylian vit rouge et s'interposa avec rage et se retrouva, les yeux brûlants, à quelques centimètres du visage de Marmandine, qui tremblotante tenait fébrilement son pistolet appuyé sur la poitrine du jeune homme, qui n'avait, à ce moment précis, rien à faire, semble-t-il, de mourir. « Recommence ça une fois, je te tue !» lui cracha-t-il dessus avec la détermination du protecteur. Pestor accourut au secours de sa collègue, tandis que Marmandine, tétanisée par l'assurance guerrière du jeune homme, ne pouvait plus sortir aucun son de sa bouche. « Recule !» lui intima Pestor. Kylian lui jeta le même regard qu'à Marmandine, et cela suffit au couard, qui fit un pas en arrière. « J'apprécie l'esprit chevaleresque qui vous habite, jeune homme, mais je n'hésiterai pas à me servir de mon arme. » le rappela à l'ordre Julian. Kylian détourna lentement le regard des deux sous-fifres, le tourna vers leur chef, lut dans ses yeux une détermination froide et sans scrupules, et docilement aida Gabriel à se relever sans dire un mot. « Vous êtes un garçon intelligent. Que cela ne se reproduise pas. » Il avait dit cela en fixant aussi Pestor et Marmandine, qui comprirent le message et se firent plus petits. Ils reprirent leur marche. Au bout du vieux tunnel, ils découvrirent une sorte de temple, soutenu par 4 colonnes aux 4 coins, et 2 autres plus petites, qui, elles, ne soutenaient rien, comme les colonnes devant le monument des droits de l'homme, mais qui encadraient 3 marches menant à un trône. L'endroit devait servir à leur messe et rituels maçonniques. Ils traversèrent le temple sans s'arrêter, et après le trône, derrière des tentures, Julian révéla un passage exigu et descendant. Pestor et Marmandine l'empruntaient pour la première fois. Il était réservé au grand maître de la loge, en l'occurrence Julian, qui par leur loi était le seul à avoir le droit de franchir ce passage, symbole de la vie vers la mort, et d'accéder aux secrets que les grands maîtres se transmettaient entre eux. C'était un honneur immense et intimidant pour eux. Ils avancèrent, tête courbée sur une bonne centaine de mètres, et débouchèrent face à un mur dans lequel une énorme porte en bronze, belle et impressionnante, les dominait. Elle était haute d'au moins 4 mètres, sculptée et gravée par d'anciennes mains. Les symboles, comme sur le monument du bicentenaire, qui devait probablement se trouver au-dessus d'eux, appelaient au mystère, aux anciennes confréries et au culte mystique. « Vous vous trouvez devant le Saint des Saints, » dit avec révérence Julian. « Contemplez la chance que vous avez d'être ici, car seule une poignée d'élus dont je suis le dernier héritier se sont transmis la connaissance de ce lieu. Mesdames, encore plus que tout autre, savourez l'immense honneur qui vous est fait. Vous êtes et vous resterez les seules femmes à pouvoir poser les yeux sur cet héritage, et bien plus encore, sur ce qui va suivre. » Marmandine était en transe. Entrée dans ce lieu si secret, si chargé d'histoire de leur loge et empreint d'une aura si mystique,
exultait sa religiosité. Elle psalmodiait en se balançant d'avant en arrière des mots incompréhensibles. Julian la regardait avec suffisance, et sur son visage, on pouvait voir un plaisir condescendant se dessiner. Marmandine était ailleurs, et Gabrielle aurait pu s'emparer de son pistolet. D'ailleurs, d'un coup d'œil vers Kilian, elle voyait bien qu'il pensait comme elle. Mais cette porte, que cachait-elle? Ils ne firent rien, et laissèrent Julian continuer son monologue qui suintait l'impudique autosatisfaction. Julian aurait pu ne venir qu'avec Pierre. Seule sa présence était nécessaire. Mais il voulait des témoins de son sacre avenir. Ceux qui allaient suivre allaient marquer à tout jamais l'histoire de sa loge, l'histoire de la France, l'histoire du monde entier. Le grand maître de la loge sortit une dague qu'il enfonça dans une fente au milieu de la porte et activa un mécanisme sur la poignée de la dague. Ensuite, il la fit tourner plusieurs fois à gauche et à droite, à la manière d'une molette sur un coffre-fort. Pierre, très attentif, retint dans un coin de sa mémoire ce code. Un bruit de chaîne et d'engrenage résonna, et la porte s'ouvrit. Ils découvrirent une pièce circulaire, qui devait bien faire 10 mètres de long, soutenue par des colonnes en marbre qui montaient vers un plafond qui devait lui aussi être à 10 mètres de haut. Au milieu de cette chambre cylindrique, il y avait une plateforme carrée, composée de 3 marches, lui donnant l'allure d'une pyramide maya aplatie. Des symboles ornaient la périphérie de la plateforme. Au fond, d'étranges sarcophages laissaient penser que ce lieu était probablement un mausolée. Julian était dans un état d'excitation comme jamais. Pestor et Marmandine, bien qu'intimidés par ce lieu mystique, tenaient en joue le groupe de 3, tandis que Julian montait les marches jusqu'à la plateforme. « Je t'implore, ô être sublime !» psalmodia-t-il en détachant un médaillon qu'il portait à son cou et en le plaçant dans une encoche de la plateforme. « Je sollicite ta venue en tant que grand maître et porteur du médaillon. Viens à nous, Dieu sublime, porteur de lumière, créateur de toute vie. » Le médaillon s'illumina et répandit sa lumière au symbole de la plateforme, comme une onde électrique. Une vibration sourde se fit ressentir, et soudain, ils eurent l'impression que quelque chose d'invisible s'était déployé autour d'eux, comme une sorte de bulle intemporelle. Julian était prostré, tête baissée, dans l'attente de son être sublime. Cependant, rien ne se passait. Les secondes s'égrenaient. Gabrielle, cependant, fut parcourue d'un frisson. Sa religiosité, réactivée dans ce lieu mystique, fit palpiter son cœur fébrile. Et si c'était vrai? Pensa-t-elle en joignant ses mains pour prier. Kilian et Pierre se regardaient d'un air de dire « C'est quoi cette mascarade ?» Même Pestor et Marmandine commençaient à douter. C'est alors que le centre de la plateforme s'illumina, et l'instant d'après, une forme colossale, surgie de nulle part, se tenait devant eux. Elle faisait bien 4 mètres de haut. L'être était drapé dans des habits de lumière qui rayonnaient sur les murs et faisaient plisser les yeux des spectateurs. Pestor et Marmandine se mirent à réciter des prières en se faisant des signes de croix. Gabrielle était maintenant à genoux et récitait un « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Kilian, estomaqué, jeta un regard apeuré à Pierre, qui, contre toute attente, n'exprimait aucune émotion. En fait, si. Il regardait l'être sublime, comme si quelque chose clochait, comme si son apparition venait de lui révéler son exacte nature, mais que son esprit refusait d'y croire. Et Kilian n'était pas loin d'avoir raison. Pierre voyait cette forme humaine démesurée et se disait qu'on était en train de les prendre pour des imbéciles. Il était impossible qu'une telle chose puisse exister. Son esprit mathématique regardait la plateforme et cette forme humaine, et il commençait à comprendre. « C'est ça votre être sublime ?» cria-t-il dédaigneux à l'attention du grand maître de la loge, en s'avançant d'un pas vers les marches. Julian se retourna en fronçant les sourcils,
ne comprenant pas qu'on puisse lui parler en ce moment si solennel. « Pestor !» ordonna-t-il en indiquant Pierre. « Pestor !» Le bon petit soldat s'arracha à la contemplation de l'être sublime, attrapa Pierre par le col et appuya sur ses épaules pour le faire s'agenouiller. Il fit de même pour Kilian, qui, trop ébahi, ne broncha pas. « Ce n'est qu'un hologramme !» le défia Pierre. Julian, un peu déconvenu par l'attitude de ce païen, sourit froidement. « Vous n'avez pas idée de ce à quoi vous avez affaire. »« Julian !» parla alors l'être sublime, d'une voix grave et profonde. « Oui, votre seigneurie, Dieu tout-puissant. » Il s'allongea de tout son long sur les marches en signe de soumission. « Pourquoi m'as-tu demandé? Et qui sont ces intrus? » « Je vous amène l'homme que vous cherchiez, celui qui a fait l'algorithme. »« Enfin, Pierre Delfrange !» résonna le géant, en descendant du piédestal, le visage inexpressif. Un visage aussi inexpressif que les avatars des liserés qu'ils avaient affrontés sur Sumérie. Il passa devant Julian sans lui prêter attention, et s'agenouilla devant Pierre. Kilian n'osait pas bouger. Sa bouche aspirait l'air avec difficulté, et ses yeux détaillaient le visage du géant si proche, et tellement placide que cela en était effrayant. Gabrielle ne savait plus où elle en était. Les dernières semaines l'avaient amenée à s'interroger sur sa foi, et là, cet être gigantesque drapé d'une aura lumineuse faisait surgir en elle la honte d'avoir douté. Ses jambes en étaient toutes flageolantes, car la scène était extraordinaire, incroyable, et au grand désarroi de Pierre, pourtant bien réel. Il le comprit à l'instant même où le géant l'attrapa du bout de ses énormes doigts et le souleva délicatement pour le remettre sur ses pieds. Puis l'être sublime regarda Pestor et Marmandine, avec dans leurs mains des pistolets tremblotants. « Sortez maintenant! Je n'ai plus besoin de vous! Vous aussi, Julian !» Les deux généraux ne se firent pas prier, terrorisés qu'ils étaient, et sortirent. Quelques secondes après, il y eut deux petites lueurs bleutées en provenance du couloir où ils avaient disparu, et la chute de Cornu. Mais personne, dans la salle circulaire, qui semblait en dehors du temps, n'y fit attention. L'être sublime s'adressa ensuite à Kilian et Gabrielle. « Qui êtes-vous » ? « Ils sont avec moi », répondit Pierre perturbé. Le géant de lumière retourna son visage vers Pierre et le fixant avec son visage inexpressif, laissa planer le doute sur ce qu'il allait faire. Puis il dit « Pierre Delfrange, vous ne pouvez imaginer à quel point je suis heureux de vous voir devant moi. J'ai tant espéré ce moment. » Derrière, sur les marches de l'hôtel, Julian était debout, choqué. Seule sa tête bougeait sous l'impulsion de tics nerveux. Comment était-ce possible? Lui, le grand maître de la loge des chevaliers des temps liés, effacé, oublié, écarté au profit de ce païen. Ce n'était pas comme cela que ça devait se passer. Il avait reçu l'infime honneur d'être le représentant de l'être sublime sur Terre. Il avait rempli toutes les missions qu'il lui avait confiées. Il avait pris sur lui de faire des choses que la morale n'aurait su tolérer. Mais œuvrer pour l'accomplissement divin ne souffrait aucun obstacle, quand bien même fût-ce la vie d'autrui. Sa récompense aurait dû être à la hauteur de sa tâche, divine. Il s'était vu déjà pouvoir accéder au panthéon des dieux, être couvert de gloire, et avoir en récompense un morceau de terre, un pouvoir immense ou quelque chose dans ce style-là. Non, rien de tout cela. L'être sublime l'avait congédié, remercié comme un vulgaire pion. Ce Pierre Delfrange, cet infâme vermisseau, lui volait sa récompense. Ce n'était pas possible. Qui avait veillé sur le médaillon et la dague? Qui avait souffert et protégé au péril de sa vie ce secret enfoui sous la ville mère? C'est à lui que l'être sublime avait décidé de se révéler, et c'est à lui
qu'avait incombé l'honneur suprême de trouver l'algorithme des Templiers. Personne n'avait le droit de se dresser devant ce destin qui lui revenait de droit. Personne. C'était une manigance de ce païen. Le mal était à l'heure. Oui, le mal était entré dans le sein des saints, le rusé, le malin était là sous les traits de Delfrange, et il abusait l'être sublime, c'était ça. Il devait agir, en tant que Templier, grand maître de la loge des temps liés. Il devait agir et tuer le diable. Julian, tel un robot, les yeux injectés de sang et écarquillé comme un dément, sortit son pistolet et le tourna avec lenteur vers la poitrine de Pierre. Au moment où il allait appuyer sur la détente, un éclair bleuté le projeta au sol. Attirés par le bruit de sa chute, tous regardèrent le corps de Julian, encore parcouru d'arcs électriques. Puis ils se retournèrent vers la porte. Là se tenait l'homme Gousset. L'homme au feutre et à la montre Gousset rangea son arme et obliqua son visage vers le géant de lumière qui se dressait vers le nouveau venu et dit « Ainsi donc c'est vous, la source des perturbations temporelles. » Chapitre 23. Ce que nous sommes. Pouvait-il y avoir plus étrange que ce spectacle? Un géant baigné de lumière dominant un homme habillé d'un costume et d'un feutre, digne des années 50. Tous deux s'observaient silencieux et immobiles, comme si le temps s'était figé à jamais. Puis... « Qui êtes-vous » ordonna le géant avec une voix dont le trouble tranchait avec son impassibilité apparente. L'homme au feutre sortit de sa poche une montre Gousset sans dire un mot. En l'ouvrant, un diagramme holographique s'activa. Après l'avoir examiné, il se tourna de nouveau vers l'être sublime. « D'où émettez-vous? Je n'arrive pas à vous localiser. Êtes-vous en relation avec Orion ?» demanda l'homme Gousset, sur un ton presque monocorde, presque robotique. « Quoi » s'emporta le géant. « Qui êtes-vous » ordonna-t-il encore en faisant trembler les murs. « Un observateur, » répondit l'homme Gousset sans plus d'explication. « Je dois savoir de quelle manière vous réussissez à perturber l'espace-temps. » insista-t-il en indiquant son diagramme, comme si cela expliquait tout. Le géant n'avait que faire des questions de l'observateur. A contrario, il fallait que les siennes aient des réponses. « Je sais ce que vous êtes. Qui vous a créé ?» Mona Deliri, êtes-vous en relation avec Orion? Demanda une nouvelle fois l'observateur. La réponse sembla faire chanceler le géant. Un bref instant, il parut vaciller sur ses lourdes jambes. Mais lorsqu'il reprit le contrôle, la haine perceptible dans son cri pétrifia Pierre, Kilian et Gabriel. « Vous êtes des menteurs! Vous jouez de moi !» Sans crier gare, l'être sublime s'empara de l'homme Gousset d'un geste vif. Prisonnier de cette poigne gigantesque, l'homme Gousset restait pourtant calme, comme si son propre sort importait peu. « Veuillez me reposer, je vous prie. » Le géant leva l'observateur à son visage, sourd à sa demande. « Vous nous avez abandonnés !» accusa-t-il avec une voix tremblante de rage, semblant s'adresser à quelqu'un d'autre au-delà de l'homme Gousset. « Vous les avez trahis! Mona, mon amour, je te vengerai !» Ses mains serraient de colère le pauvre observateur qui, malgré son corps qui commençait à se désarticuler, ne semblait ressentir aucune douleur. « Vous êtes sur le point de me détruire. » »« Oui, je vous détruirai !»
répéta le géant en broyant l'observateur dans un affreux craquement. Un liquide bleuâtre jaillit de ce corps démembré. Puis le géant de lumière le jeta au fond de la salle, d'un geste rageur. Puis se tourna vers les deux hommes et la jeune femme, dont les yeux dilatés et le souffle court trahissaient une peur panique. L'être sublime resta immobile et silencieux. Il resta là à les fixer du haut de ses 4 mètres. Puis il sembla se ratatiner, les épaules tombantes. Il se pencha vers eux trois et dit avec amertume : « Ce n'était qu'un robot. » Ils regardèrent ce qui restait de l'homme Gousset observateur et virent alors des circuits imprimés, des fils électriques et autres composants électroniques émerger de la chose informe au fond de la pièce. Killian s'approcha des restes du robot en jetant quelques coups d'œil au géant, qui semblait maintenant les avoir oubliés, et s'était redressé et se parlait à lui-même. Il s'avança vers l'homme Gousset, qui était maintenant le tas de ferraille homme Gousset. Pierre, quant à lui, restait focalisé sur le géant. Il cherchait à comprendre ce prodige qu'il avait pris pour un hologramme, puis pendant un bref instant pour un réel être divin. Mais après tout cela, cet être gigantesque semblait aussi humain que n'importe qui. Mais qui pouvait-il bien être ? Ou qu'était-il ? De multiples schémas se formaient dans sa tête, sans qu'aucun n'arrivât à satisfaire ce qu'il était en train de voir. Killian fit signe à Pierre, mais celui-ci, trop empêtré dans ses questionnements intérieurs, ne fit pas attention à lui. « Pierre !» le fit presque sursauter Killian. « Regardez !» Il tenait ouvert dans sa main la montre Gousset de l'observateur. « Vous voyez ça ? On dirait une carte de l'univers !» dit-il en manipulant les diagrammes holographiques de la montre Gousset. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda Gabrielle, qui avait repris une certaine contenance, bien que toujours attentive à l'être sublime, et ne sachant ce qu'il était. « Je crois qu'on nage en plein conflit intergalactique !» s'exclama Killian avec une certaine excitation. Pierre prit la montre Gousset et l'examina. Il y avait plusieurs boutons sur les côtés, permettant de passer d'un diagramme à un autre. Les images qui s'affichaient en 3D dans l'air étaient manipulables d'un simple mouvement de doigt, comme sur une tablette. De la même manière, on pouvait les zoomer et dézoomer avec une netteté impressionnante. « Cela vous dépasse, n'est-ce pas ?» observa le géant qui allongea son ombre sur eux. Son ton s'était adouci. « Oui, » affirma Pierre. « Ça, ce robot, vous ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qu'est-ce que mon algorithme a à voir dans tout ça ? » Le monde que vous avez créé, celui que votre algorithme a généré. Sumérie, intervint Killian, dont l'effroi du premier moment venait de faire place à une certaine assurance. Le géant ne lui faisait plus peur. Mieux, il le considérait comme un allié cosmique. « On a appelé ce monde Sumérie, » répéta-t-il. « Tu ne devrais pas t'adresser à lui comme ça, » lui murmura Gabrielle, pas encore rassuré et apeuré qu'il ait pu offenser cet être a priori divin, en étant par trop familier. Le géant regarda le jeune homme sans rien dire, puis se retourna vers Pierre. « Si vous saviez à quel point il m'a été difficile d'arriver à ce moment, j'ai œuvré à ce que vous puissiez finaliser votre algorithme, parce que j'en avais besoin. Mais je me rends compte que c'est de vos compétences dont j'ai besoin. De vous, Pierre Delfranche. Oui, vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Le géant venait de se figer, les laissant un peu pantois. Puis, tout aussi soudainement, il s'évapora. Pierre entendait Killian s'étonner. Mais la disparition soudaine du géant venait d'embarquer son esprit dans une montagne russe théorique. Quelque chose était en train de se mettre en place dans sa tête. Les pièces d'un puzzle qui étaient restées cachées jusque-là et qui, pour la première fois, lui sautaient aux yeux. Mais il se refusait de mettre les pièces au bon endroit, de peur que la vérité ne lui arrache le peu de raison qui lui restait encore. Il entendit vaguement Killian lui demander s'il comprenait ce qui venait de se passer, et lui répondit d'un léger mouvement de tête négatif.
Son esprit bouillonnait, et les pièces du puzzle s'entrechoquaient pour prendre, malgré lui, leur place sur le grand échiquier de la vérité. « C'est un extraterrestre, non ? Gabi, ne me dis pas que tu crois que c'est un dieu. Regarde !» lui dit-il en indiquant ce qui restait de l'observateur. « Un robot ! Y a rien de divin là-dedans. » « Je ne suis pas sûr que ça soit ça. » croassa Pierre, sa voix ayant du mal à trouver son chemin dans sa gorge sèche. « À quoi pensez-vous » lui demanda Gabriel, tout aussi troublé que lui. L'apparition et la disparition tout aussi subites du géant intriguaient Pierre. Ce qui le perturbait le plus, c'était l'infime évidence que cela lui était familier. Et il devait savoir si ce que le puzzle dans sa tête venait de lui révéler était vrai, quitte à en perdre la raison. Il devait savoir. Comme pour répondre à son appel inconscient, le géant réapparut. « J'ai une urgence, il faut que je vous laisse, mais attendez-moi !» leur dit le géant avec précipitation. « Pourquoi » le retint Pierre. « Pour que vous veniez dans mon monde. Maintenant, il faut que je vous laisse. »« Non » le stoppa-t-il avec autorité, aux grandes dames de Gabriel. « Je veux savoir. Qui êtes-vous ? Et qui sommes-nous » lui intima-t-il de répondre en le fixant la tête haute. Le géant lut dans les yeux de Pierre qu'il venait de comprendre la réalité de sa propre existence. Il n'avait pas le temps d'en parler. Les choses pressaient de son côté. « La réalité est bien plus complexe que ce que vous vous imaginez. »« Dites-le-moi » insista Pierre. Le géant comprit. Lui mentir ne servait plus à rien. Et il fallait qu'il réagisse vite. Alors, il lui dit la vérité. « Vous êtes pour moi ce que les habitants de votre Sumérie sont pour vous. » L'improbable vérité venait d'être dévoilée. Non, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas réels. Nous sommes, nous aussi, virtuels. S'effondra Pierre. Pour toute réponse, l'être géant et resplendissant dit « Oui, Pierre, et vous comprendrez pourquoi. Attendez-moi, je reviens. » Et le géant de lumière disparut. Sapere flottait dans le noir. Il était entouré de milliers de sphères dérivant dans cet endroit, parfois seules, parfois agglutinées les unes aux autres, tels des atomes formant des molécules. Sa carapace et ses yeux brillaient et changeaient de couleur, et les sphères semblaient en harmonie avec cela. La tête de tortue de Sapere afficha un sourire satisfait. Les événements s'imbriquaient comme il l'entendait. Ce n'était que le début. La mise en place était bientôt terminée. Bientôt, il aurait tous les éléments pour mener à bien sa tâche. Ainsi s'achève le livre 1 de l'algorithme source. Il me faut maintenant terminer le livre 2. Alors n'ayez crainte, j'en ai déjà écrit la moitié et je sais exactement où je vais. La fin est écrite, et si vous avez aimé ce livre 1, vous allez adorer le livre 2, avec encore plus d'action et de choses incroyables. Et j'espère bien que la fin vous surprendra au point de vous laisser bouche bée. J'ai une petite requête à vous soumettre. J'aimerais, si vous avez la possibilité, que vous preniez le temps de me laisser un commentaire, juste pour me dire si vous avez aimé ou non, ou plus encore si vous en avez envie, ou tout du moins de me laisser un pouce bleu, ce qui me permettra d'avoir une estimation sur le plaisir que vous avez pris à écouter ce premier livre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en me faisant un don sur Tipeee, que vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo. J'ai encore pas mal de travail car je n'avais pas du tout envisagé d'écrire sur Orion au début, ce fameux Orion auquel fait référence l'homme Gousset. Mais il s'avère en fait que c'est indispensable pour l'histoire. Eh ouais, tant qu'une histoire n'est pas finie, elle peut évoluer dans n'importe quel sens, comme un organisme vivant, comme un petit animal, voilà, qui grandit, qui évolue à son gré. Enfin, ou presque. Enfin bon, je vais m'octroyer 2 petites semaines de vacances, et puis je vais me remettre à l'écriture du livre 2. Il n'est pas dit qu'entre-temps, je ne vous fasse pas une petite nouvelle comme j'aime les faire.
Et puis, si vous n'avez plus rien à écouter, je vous invite à découvrir un auteur de talent. Je veux parler de Tom Dervin, avec sa chaîne Les Royaumes sans Lune. Son écriture et sa manière de conter sont absolument magnifiques. Enfin, magnifique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce qu'il y a des moments où c'est très dégueulasse, mais c'est très bien dit, très bien décrit. Si vous aimez l'univers médiéval fantastique, à cheval entre The Witcher et Game of Thrones, allez l'écouter. Et abonnez-vous. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne aussi, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt, et j'espère pouvoir commencer à vous lire le livre 2 vers octobre ou novembre 2023. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt, bye bye.